La question de la loi électorale continue de diviser la classe politique. Vous le savez, l'opposition continue justement de réclamer le consensus pour des élections crédibles et transparentes en 2023. Mais quels sont justement les contours de cette loi électorale? On en parle dans ce nouveau numéro de l'invité avec Alfred Maïcha, député national de l'UNC et membre de la commission PAJ, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, c'est Christian. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois de plus à notre invitation. Ça me fait plaisir également. Alors, l'Assemblée nationale a levé des options sans le G13, auteur de la loi électorale, qui continue de faire couler encre et salive. Le G13 qui a justement claqué la porte pour exiger le débat avant même la levée des options. Dites-nous, vous avez participé à tous les travaux. Y a-t-il eu débat ou pas au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, et il faut rétablir la vérité sur cette question d'option. En réalité, l'Assemblée nationale n'a pas créé des options. Même pas une. Toutes les 18 thématiques ont été proposées à l'Assemblée nationale par le groupe de 13. Alors, la manière dont on a tendance à présenter la question, c'est comme si l'Assemblée nationale s'est auto-saisie et a créé des options. Non. Les collègues ont fait une proposition de modification. C'est dans leurs prérogatives constitutionnelles, légales et réglementaires. Y a-t-il eu un débat? Eh bien oui. Le débat a même dépassé le nombre de plénières. Mais le G13 pense que, s'il vous plaît, oui, ça n'a jamais été le cas depuis 2006 jusqu'à ce jour. Parce que nous avons pris 3 jours de débat. Aucune loi, même pas la Constitution lorsqu'on l'a modifiée. Mais pourquoi le G13 pense le contraire? Non, c'est des politiques. Ils font de la politique. En réalité, le problème n'est pas le texte de la loi. Le problème, c'est la politique. Et je ne veux pas les rejoindre sur ce terrain-là. Donc, il y a eu effectivement débat, et débordant même. Voyez-vous, les députés ont parlé entre eux pendant 3 jours. Le G13 a demandé 48 heures pour rencontrer les préoccupations des députés nationaux. Ils en ont eu le double. Ils sont revenus répondre aux préoccupations des élus nationaux. À eux seuls, ils ont pris toute une séance en train de répondre. Et comme le règlement le prévoit, après la réponse de celui qui a proposé la loi, le débat est clôturé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus lieu d'avoir débat. Même si ce n'était pas cette loi-là, le débat n'aurait dû pas continuer. Les lois qui ont été adoptées avant celle-ci ont été adoptées selon cette procédure. Les autres qui seront adoptées après elles suivront naturellement cette procédure parce que c'est le règlement. Vous êtes membre de la commission PAJ, vous connaissez le règlement intérieur. Quand est-ce qu'on peut plus parler de débat au niveau de l'Assemblée nationale? Quand on les a clôturés. Ok. C'est bien simple, la réponse est si facile. Dans les cas d'espèce, quand est-ce qu'on ne parle plus de débat? C'est quand le débat est clôturé. Et quand est-ce que le débat est clôturé? Lorsque l'auteur de la proposition de loi ou du projet de loi, selon que l'initiative vient des membres du Parlement ou du gouvernement, oui, lorsque l'auteur répond, le débat est clôturé. Alors, l'Assemblée nationale a voulu donner une orientation à la commission technique en disant, comme c'est une loi essentiellement politique, oui, on laisse la mission à la PAJ de faire l'aspect technique en proposant la réécriture ou l'écriture juridique qui correspond à l'esprit de la loi. Celui qui dégage l'esprit de la loi, c'est le législateur.
Ce n'est pas le technicien et commission juridique que nous sommes. Et donc, sur les 18 options, oui, il y en a eu qui ont été reçues, il y en a eu qui ont été rejetées parce que contraire à la Constitution. Voyez-vous. Et c'est parmi les revendications du G13, puisque dans sa proposition, la loi électorale comptait plutôt 18 options, mais on a constaté que l'Assemblée nationale n'en a retenu que 4. Et l'opposition pense que c'est une loi taillée sur mesure. Quelle est votre réaction? Non, taillée sur mesure. La mesure de qui? Voyez-vous? Parce que ce que nos amis ne vous disent pas, c'est qu'ils n'ont rien proposé sur l'élection du président de la République. Ah, donc l'actuel chef de l'État n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les modifications qui sont en train d'être portées sur la loi, il faut que l'opinion les sache. Il n'y a rien que le groupe des 13 a proposé sur l'élection du président de la République. Okay. Ça sera fait comme ça s'est fait après. Alors, bon, le reste ne concerne que l'élection législative nationale, provinciale, urbaine, municipale et locale. Comment vous répondez concrètement à cette question, oui, de savoir maintenant, si la loi est allée sur mesure? S'il vous plaît. Oui. Si à ce niveau-là, on devait parler de tailler sur mesure, on taillerait à la mesure de qui? Parce que contrairement à la majorité parlementaire précédente, oui, l'actuelle majorité est plurielle. N'est-ce pas? Elle n'est pas homogène, elle est hétérogène. Nous sommes en commission, le débat est nourri dans la commission. Alors, si on devait tailler l'actuelle loi sur mesure, on la taillerait à la mesure de quel acteur politique, de quel parti politique et contre lequel? Est-ce qu'il y a eu forcing au niveau de l'Assemblée nationale? Je n'en suis pas au courant. Okay. Est-il que, c'est vrai, l'Assemblée nationale s'est prononcée sur les 18 thématiques. On en a enregistré les unes, on en a enregistré certaines plutôt, qui sont contraires à l'actuelle Constitution, notamment modifier l'élection du sénateur, modifier l'élection du gouverneur. Nous sommes tous d'accord que la manière dont ça se passe aujourd'hui, c'est immoral, c'est pas sérieux. Mais c'est prévu par la Constitution. C'est-à-dire qu'on doit commencer par modifier la Constitution. Alors qu'ils n'ont pas fait un projet dans ce sens. Et même s'ils l'avaient fait, celui-ci ne serait pas reçu parce qu'on ne peut pas modifier la Constitution pendant qu'une partie du territoire national est sous état de siège. Alors là, vous êtes en train de parler, oui. Toutes les options que nous avons estimées qui heurtent d'une manière ou d'une autre la Constitution ont été mises de côté. Est-ce qu'on peut nous reprocher ça? À mon avis, non. Les options que nous avons trouvées conformes à la Constitution et qui ont une valeur ajoutée sur la qualité, soit de la transparence, ou de l'inclusivité, ou de l'intégrité, oui, du vote, ont été reçues. Okay. Notamment, le seuil électoral, oui, justement, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. A été mis à la barre. Mais l'idée, c'est de dire pourquoi le législateur de 2006 n'avait pas prévu le seuil. Celui de 2011, donc la loi en vigueur, Oui. a prévu le seuil électoral. Quel était l'objectif visé? Parce qu'en effet, chaque réforme a un résultat attendu. Je vais vous relancer. Les innovations apportées dans le cadre de la réforme électorale ont tenu compte justement des faiblesses des cycles précédents. On retrouve par exemple la suppression, comme vous venez de le dire, du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité
Qu'est-ce que ça veut dire objectif? Concrètement, ça veut dire quoi? Non, écoutez, il faut aussi distinguer les faiblesses de la loi et les faiblesses de l'organisateur. La question, c'est de dire, est-ce que c'est le seuil qui était mauvais ou c'est la manière dont le seuil a été utilisé par la CEI? Qu'est-ce que vous en pensez? Il me revient que c'est la deuxième option qui passe. Ok. Qu'il s'agisse du groupe de 13, que de l'opposition dans son ensemble, et même l'opinion, on reproche au seuil d'avoir été utilisé par la CENI précédente pour régler des comptes à certains acteurs politiques. On lui reproche également que on ne l'a pas suffisamment encadré dans la loi actuellement en modification, en ce qu'on n'avait pas prévu un contentieux du seuil. On n'avait pas prévu non plus que le lieu où la CENI se réunit pour décider de qui atteint le seuil et qui ne l'a pas atteint, il n'y a pas de témoin. Mais la condition de recevabilité ici, ça veut dire quoi, un instant, techniquement? Un instant. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le seuil en soi qui était mis en cause, c'est la manière dont on l'avait utilisé. Et c'est ainsi que nous disons, il y a lieu de l'améliorer. Parce qu'en effet, que vise le seuil, que vise la condition de recevabilité? C'est l'assainissement de l'espace politique congolais. Okay. C'est le journaliste, nous sommes aujourd'hui à 600 partis politiques et plus. Si on donne un siège à chaque parti politique, nous sommes débordants. Parce que l'Assemblée nationale n'a que 500 sièges. Okay. Donc, si on ne crée pas un mécanisme juridique de tamis, nous aurons un assemblage de leaders locaux au sommet de l'État sans ancrage national ni provincial. Au-delà de... Donc, l'idée, c'est de dire, il faut faire un tamis pour permettre qu'on incite les acteurs politiques congolais à se regrouper ensemble. Lorsque soi-même, on n'a pas la taille voulue. Voyez-vous? Et on peut se le dire, malgré les dérapages, le seuil a quand même filtré. Parce qu'à ce jour, il n'y a que 4 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale en tant que partis. Alors, en dehors de la... Il y a le PPRD, il y a le MLC, il y a l'IDPS, il y a l'UNC. Les autres sont des regroupements politiques. Donc, cette idée d'inciter les gens à se regrouper a justifié le seuil en 2011, et c'est la même idée que partagent les groupes de 13 en nous proposant le seuil de recevabilité. Voyez-vous? Techniquement, ça veut dire Techniquement, quoi? C'est de dire que un parti politique ou un regroupement politique devra être obligé de réunir au moins 60% des sièges en compétition pour que ces listes soient reçues. Donc, au niveau de législative nationale, chaque parti politique sera obligé d'avoir au moins 300 candidats pour que sa liste soit reçue. Le parti qui ne sait pas les voir sera obligé de faire se regrouper avec 2, 3, 4, 5 qui puissent le réunir pour le faire. Mais même là, le débat est en train d'évoluer au niveau de la commission, éclairé par la CENI, pour dire cette condition-là pourrait ne pas être suffisante pour atteindre l'objectif visé. Parce que à ce moment-là, ça donne avantage à celui qui a le plus de moyens uniquement, qui pourrait même remplir la liste des candidatures fantaisistes, juste pour les faire recevoir, alors qu'il n'a pas pignon sur rue. Et en dehors, ce qui fait qu'il n'est pas impossible que les deux seuils soient retenus concomitamment pour avoir un seuil comme critère de recevabilité, mais un seuil électoral également qui permet d'apprécier le résultat obtenu
par les différentes listes. Donc cette option a été proposée par le groupe des 13, Oui. elle est retenue. Oui, L'option oui, par oui. rapport Je vous à redonner la l'incitation, parole. Oui. l'encouragement aux candidatures féminines, nous l'avons reçu. Alors que ça vient d'eux. Le mode de scrutin. Nous n'avons pas reçu le mode de scrutin nous proposé par le groupe de 13. Pourquoi? Parce que, alors qu'un même oblige aux partis politiques de réunir 300 candidats pour que les listes soient reçues, ils méconnaissent l'apport des colistiers dans la répartition des sièges. Ok. Donc, ils proposent un mode de scrutin des listes, mais lorsqu'il faut apprécier la recevabilité des candidatures, mais pour la répartition des sièges, ils proposent le système uninominal. Alors, je vais vous redonner la parole, Alfred. Ce qui est non-sens. Je vais vous redonner la parole. Au niveau justement de la commission ECOFIN, la commission PAJ, dont vous faites partie, qu'est-ce qui se fait concrètement? Parce que la loi a déjà été déclarée recevable, il faut le dire. Oui, nous avons réouvert les débats en commission, un débat général. Quelle sera l'étape suivante? Nous avons réouvert les débats, le débat général au niveau de la commission pour nous mettre tous au même niveau de compréhension des questions posées dans la loi. Cette étape terminée, nous sommes maintenant à l'étape de l'examen article par article. Est-ce que l'opposition prend part également à cette commission, à ces travaux? L'opposition est membre Ok. de la commission PAJ, n'est-ce pas? Oui. Mais l'opposition n'a pas la corde au cou de participer à nos travaux. Il se fait qu'à ce jour, je n'ai pas encore vu un collègue du FCC qui participe en tant que tel aux travaux. C'est de leur choix. Lorsqu'ils ont modifié la Constitution de 2006, nous étions à l'opposition. Nous avions claqué la porte. Est-ce qu'ils ont reculé? Lorsqu'ils ont modifié la loi en 2011, en mars 2011, l'opposition que nous étions sortis. Ils ne sont pas venus nous chercher dans la rue. Aujourd'hui, ils choisissent de quitter les travaux de la commission. Est-ce que nous irons les chercher dans la rue? Non. Mais ils peuvent s'apaiser. Oui. Parce que je ne vois même pas. Ils peuvent se rassurer que toutes leurs préoccupations sont prises en charge par les collègues que nous sommes, parce que l'actuelle majorité, elle est plurielle. Nous tenons à sorte que les conditions de transparence, il faut fixer l'opinion. C'est le journaliste. J'entends dire que l'option tendant à exiger la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote a été élaguée. Mais qui l'a élaguée? Ça n'a pas été retenu. C'est dans l'esprit tel que proposé par le G13. Qui l'a dit? C'est ce que dit le G13. Non, mais c'est ce qu'ils disent au meeting. Mais qu'ils viennent à l'hôtel. On parle plutôt de la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote. Et ce n'est pas ce que a proposé le G13. S'il vous plaît. Oui. C'est un problème de français ou c'est un problème d'esprit des lois? Parce que nous allons jusqu'à demander à la CENI de publier les tout sur leur site internet. Alors qu'est-ce qu'on cache? C'est le journaliste. Après avoir publié les tout sur son site internet, la CENI cache quoi? Donc vous confirmez que l'option de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote a également été retenue par l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, nous avons demandé à la CENI de mettre les tout sur son site internet. Okay. J'entends les gens nous reprocher. Ça peut garantir la crédibilité, vous pensez? Absolument. Absolument. Quoi de mieux que ça? J'entends les gens nous reprocher d'avoir élagué la gamme des sanctions proposées par le G7 contre le G13, les G13, contre le président de la CENI, oui,
les autres membres de la CENI et même agents pour les dérapages par eux commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Bon, oui, mais nous pouvons les apaiser. Parce que nous sommes législateurs, n'est-ce pas? Le groupe des 13 propose à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le législateur. L'Assemblée nationale s'avise que cette question est déjà prise en charge par la loi sur la CENI. Peut-être que le groupe des 13 ne le savait pas. Alors, faut-il prévoir les mêmes sanctions dans des lois différentes pour faire plaisir à un groupe qui propose la loi? Eh bien non. Effectivement, cette option n'a pas été retenue, pas pour encourager l'impunissabilité du personnel de la CENI. Pourquoi? Mais parce que cette question est déjà prise en charge. Les sanctions proposées sont déjà prises en charge, sont déjà contenues dans la loi qui organise la CENI. Okay. Alors, nous avons dit, on ne peut pas faire deux fois la même chose. Alors, nous prévoyons des sanctions contre les agents de la CENI dans la loi qui organise la CENI. Nous prévoyons les autres sanctions dans la loi électorale. Maintenant, le juge appliquera lesquelles? Nous avons aéré notre arsenal législatif en disant, parce qu'il ne propose pas mieux que ce qu'il y a dans les lois existantes, autant garder ce que nous avons déjà voté. Alors, si cette loi venait à être adoptée telle que c'est en cours de débat au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne pensez pas que si c'est adopté sans consensus, vous ne pensez pas que ça peut amener le pays à connaître un chaos? Je ne pense pas. Même la loi qui a été... Est-ce que le décor n'est-il pas planté pour de nouvelles contestations? Parce que le G13 est contre la manière dont les choses se font au niveau de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. La loi qui est en train d'être modifiée a été adoptée aussi par une certaine majorité sans l'opposition. Est-ce que le pays en est mort? Non. Les contestations, mais c'est prévu par la loi. La loi elle-même prévoit qu'on conteste les résultats. Sinon, il n'y aurait pas un chapitre sur le contentieux. Le contentieux électoral, c'est quoi? C'est la contestation des résultats. Donc, on ne peut pas dire, même si on avait retenu toutes les options de G13, y compris dans ces options, il y a la contestation électorale. C'est un problème de vocabulaire. Vous pouvez appeler contentieux, l'autre parlera de contestation, mais c'est la même chose. Donc, on autorise, c'est un droit reconnu aux citoyens de contester et d'exercer les recours prévus par la loi. Par contre, parce que l'émission est à la fin. Oui, on me signale déjà, oui. Je voudrais dire qu'en réalité, ce qui agite le G13 et même l'opposition, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le texte de la loi. Ils ont certainement des revendications politiques. Et ils savent que l'occasion plus ou moins sensible qui pourrait leur donner audience auprès de l'opinion, c'est notamment celle-ci. Donc, c'est des bonnes guerres. Oui. Mais nous invitons notre peuple à ne pas céder à ce genre de sollicitude qui, en réalité, présente la loi comme bouclier. Oui. Mais derrière ça, il y a autre chose. Voilà qui met fin à cette émission. Alfred Maïcha, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je suis disposé à vous. Nous allons suivre ces dossiers de près sur la loi électorale. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.